termes de merdasse pseudo-fantastique, je pense qu'il a le pompon du pire film en compétition, n'ayant pas vu House of the Last Things. Mais c'est un bon gros foutage de gueule qui nous vient du Chili. Tu aimes toujours le cinéma après Gérardmer? Alors j'aime toujours le cinéma, mais un peu moins le cinéma de genre. Je comprends pourquoi on galère à le financer en France. Hein. Voilà. Non mais là c'est bien. Là les voitures passent, la neige tombe, les forêts sont là. Ça fait pas Gérardmer, mais en même temps Gérardmer c'est moche. Gloire au found footage. Bonjour et bienvenue dans Clone Web, l'émission un petit peu spéciale parce que non seulement nous sommes dans la neige, mais en plus on est au festival, au 20e festival du film international fantastique de Gérardmer. Pour le 20e anniversaire de ce festival mythique, on a eu au programme notamment Hansel et Gretel dont on parlera dans cette émission, ou encore Cloud Atlas, mais on nous a fait un roman sur Clone Web donc on n'en reparlera pas. Mais en tout cas, avec notre invité qui me lance des boules de neige, on parlera de deux films très attendus, Mama avec Jessica Chastain et notamment The Bay de Barry Levinson qui était vachement bien. Donc si vous voulez de la neige, des films fantastiques et de la neige, parce que finalement il y a ça dans cette émission, je me prends des gants. T'es sérieux? Donc The Bay, Jessica Chastain, Mama et tout plein de films, c'est maintenant et c'est donc même l'émission en direct de Gérardmer, une ville qu'elle est typique. Ça va, Dom? You sure about this? Nope. Et on commence cette émission spéciale Gérardmer dans un endroit que vous connaissez puisque, étant donné des problèmes d'organisation, on va tourner une partie chez moi et évidemment l'autre partie chez Gérardmer, rassurez-vous. Chez Gérardmer. Chez Gérardmer. Et on commence... Chez notre bon pote Gérardmer, avec son saucisson aux fines herbes et au canard. It'll get better. Promise. Et on commence tout de suite avec Mama de Andreas Muschietti, je crois que j'ai complètement écorché son nom. Ça sort le 15 mai 2013, donc c'est une grosse avant-première. C'est un film très attendu parce que c'est une production Del Toro. Et ma question, Dom, c'est est-ce que tu penses que Del Toro produit toujours des choses très bien? Non, je ne pense pas que Del Toro produit des choses toujours très bien. La preuve avec le très récent Don't Be Afraid of the Dark. Don't Be Afraid of the Dark qui est complètement catastrophique. J'irai pas jusque là, mais c'était pas la joie. T'es bien aimable avec ce film. Non, le problème je trouve, c'est pas général Del Toro, c'est des fois d'apposer un nom comme producteur d'un grand réalisateur, c'est que c'est un côté marketing, c'est tiens je vais aller attirer mon public vers un projet qui ressemble à ce que je fais, mais qui n'est pas tout à fait mon univers, étant donné que je suis seulement producteur. Pourtant Mama c'est quand même un film, faut situer un petit peu le contexte, c'est quand même un mec qui à la base est réalisateur de court-métrage, a fait un court-métrage qui s'appelle Mama, qui dure d'ailleurs 3 minutes, que vous pouvez trouver sur le net, et en fait il a été repéré par Del Toro avec ce court-métrage, et c'est comme ça qu'il en est venu à se faire embaucher pour en faire un nom. Voilà, et comme nous a dit le réalisateur à Gérardmer, le court-métrage durait 3 minutes et les gens ont adoré ces 3 minutes. Et ça donne un film de 2 heures. 2 heures où il a dit vous allez apprécier 45 fois plus le film, étant donné que voilà, c'est la même chose. 45 fois. Ce qu'il oublie, c'est que étaler un récit comme ça sur 2 heures, ça fonctionne pas forcément. On va pas dire qu'il y a des problèmes vraiment dans la narration de Mama. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fond. Il aborde à moitié des thèmes sur la maternité, sur le divorce, sur la place des enfants. Faut dire qu'en fait, sur les 3 minutes, ça marchait à peu près parce que c'était voilà, une scène d'horreur où donc t'avais une espèce d'esprit qui s'insérait dans une maison, c'était tourné en plan séquence. On retrouve la scène quasiment pareil dans le film, mais concrètement, on se retrouve avec une histoire de maison hantée, franchement, sans
sans grande originalité, parce que c'est quand même des choses... On est vraiment dans un terrain ultra balisé, donc ça sera le film de fantômes, avec évidemment, comme c'est un peu Del Toro, avec des espèces de mythes, de légendes tout autour de ça, c'est pas juste des fantômes, quoi. Il développe un peu ça, il y a un peu ce folklore espagnol, en fait, dans le background et dans tout le passé de cette histoire. Bah, ça marche bien dans la première partie où on voit moins le fantôme. Cette fameuse mama, parce qu'ensuite, une fois qu'il part dans son... Je vais vous montrer les effets numériques, je vais vous effrayer, là il se plante complètement, je veux dire... C'est du jumpscare. C'est du jumpscare, mais le design de sa créature est plutôt minable, je veux dire, quand on la voit en gros plan, c'est pas du tout effrayant. C'est numérique déjà. C'est du numérique, mais ça semble bâclé, on a l'impression que c'est une version pas... provisoire, mais c'est pas assez travaillé. Le film il tient aussi par Jessica Chastain, dont tu es le fanboy numéro 1, enfin. Tim Chastain. Non, mais sans être dans du fanatisme, elle apporte beaucoup à son personnage. Je pensais qu'une autre actrice dans ce rôle-là, ça marchait peut-être pas aussi bien. Faut dire que le personnage à la base, en fait, ses motivations sont assez obscures, voire très facile. Elle a pas envie d'être mère, elle. Mais non, elle se retrouve un peu dans cette situation malgré elle, et a priori elle a pas forcément envie d'y être, mais moi je trouve que là où les motivations sont quand même très faciles et très illusoires finalement, on va dire, le film tient quand même à peu de choses près, Jessica Chastain elle apporte la profondeur nécessaire au personnage pour qu'on y croit à cette histoire, pour qu'on croit à ce personnage qui reste dans une maison. Oui, puis ça c'est une constante dans tous ses rôles, c'est qu'elle a tout le temps une sensibilité qui fait qu'on accroche à son personnage. Moi, ce qu'il faut quand même ajouter, c'est qu'il y a toute cette partie de jumpscare qui est un peu trop forcée, et il y a toute la fin où là on retombe vraiment dans l'onirisme, pour le coup très Del Toro, très espagnol. Ouais, tout à fait. Et en fait, concrètement, moi je trouve que le vrai problème du film, c'est que ce soit dans cette fin ou dans sa construction horrifique, il n'y a pas la subtilité d'un Del Toro, il en fait toujours un peu trop, il en fait toujours trop dans ses effets horrifiques, il en fait toujours trop dans ses grandes envolées lyriques qui sont trop appuyées, trop longues, et c'est peut-être les défauts d'un premier film, c'est que le mec a voulu trop en faire. Et puis il manque le fond aussi. Il y a vraiment un manque de fond qui devient assez gênant quand on s'approche de la fin du film. Bah ouais, il y a plein de ficelles qui font... Mais en même temps, il sombre pas vers certaines facilités qui auraient pu rendre le film désagréable, donc... Puis de toute façon, le film a remporté combien de prix là il a remporté le prix de Gérard May, parce qu'on tourne cette émission après le festival, mais faut quand même préciser que concrètement, on pense tous les deux qu'il ne le mérite pas, mais moi je pense surtout que c'est le film qui, s'il n'avait pas eu ses défauts de lourdeur, aurait pu être excellent. Et voilà, c'est-à-dire qu'il est tiré vers le bas par des petites imperfections qui sont quelque part habituelles, j'ai envie de dire, dans un premier film. Donc au final, un film intéressant, un premier film quand même assez prometteur, mais perfectible. Mais Jessica Chastain qui joue de la basse. C'est quand même exceptionnel. Where's Mama Victoria? Mais Jessica Chastain, si tu nous écoutes, nous n'avons de cœur que pour toi. Good morning, Maryland. I am in Claridge, the host of our annual July 4th party. Et on passe maintenant à la deuxième critique avec l'un de nos coups de cœur, enfin mon personnel, mon coup de cœur vraiment de ce festival en compétition. Ça sort bon, pour le coup un peu plus tard parce que ça sort le 19 juin, il s'agit de The Bay de Barry Levinson. Alors The Bay, pour resituer concrètement, c'est un fan footage, encore un, qui suit donc avec plusieurs sources caméras, donc des caméras de vacances, des caméras de surveillance, des caméras télé, etc. L'infection d'une ville aux États-Unis qui est soudainement prise avec un virus assez inconnu et invisible. Et donc ma petite question d'homme, c'est pourquoi The Bay ça sort du lot des fan footage et pourquoi c'est un bon fan footage? Alors, pourquoi ça sort du lot? Déjà, il y a une intelligence d'écriture. Dans la façon de traiter le genre, ouais. De traiter le genre et de remonter le fil d'une épidémie avec ses différents points de vue apportés par toute cette caméra. Dès le début, et c'est peut-être là où le film s'en sort très bien, et se sommet tous les problèmes qu'on retrouve généralement dans le fan footage, c'est qu'il explique que c'est un montage donc, qui, dans l'univers du film, a lieu bien après les événements,
et que donc ce qu'on s'apprête à voir est un montage dans le film. En fait. À la différence qu'il y a un côté témoignage, puisque une journaliste témoigne par une webcam. Ouais. On fait une voix off en direct, entre guillemets, parce voilà, elle redécouvre les images. Voilà, pour commenter les événements, puisqu'elle les a vécus et y a survécu. Moi, ça m'a beaucoup effrayé au début. Je me suis dit, voilà, nouveau concept, phone footage webcam, ça va être craignos. Parce que, déjà, on a vu pas mal de phone footage récemment, même à Gérardmer. Et c'est un peu la solution de facilité. Ensuite, Levinson, là où il est intelligent, donc c'est dans la façon de narrer cette épidémie et de ménager le suspense par rapport à ce qui s'est réellement passé, et aussi de travailler la peur intelligemment. Il y a de rares jumpscares. Il y a quelques séquences qui pèsent un petit peu, notamment pour le coup une séquence qui est vraiment la séquence typique Tarn qu'on retrouve dans tous les fan footage avec des ados qui se filment avec une caméra. Donc il y a 2-3 petits trucs qu'on aurait pu virer. Mais ouais, comme tu dis, moi ce que je trouve très très fort dans The Bay, c'est que finalement il arrive déjà à construire une histoire à partir de 15 000 sources éparpillées. Et surtout, même si dès le début concrètement on sait d'où vient cette infection et un peu sa cause, on la comprend très très vite. On connaît pas sa nature tout de même. Elle est expliquée par un peu. On met du temps à savoir vraiment ce qui se passe. Mais malgré tout, on comprend de quoi c'est. Parce que tout commence avec des petites verrues bizarres, des petits trucs chelous, et puis ça va beaucoup plus loin. Et même si en fait, là où le film est intelligent, c'est que même si on comprend rapidement la nature un peu de cette infection, comme on traite de l'invisible, déjà, il y a malgré tout un mystère, parce que c'est quand même des trucs minuscules, hein, c'est des bactéries, etc. Et surtout, là où le film, pour moi, est une grande réussite dans le genre du fan footage, un très bon film d'horreur, c'est qu'il y a une vraie construction en fait dans l'intention, c'est-à-dire que petit à petit, l'épidémie grandit, le chaos s'installe, et on retrouve un peu la manière de la guerre des mondes, ou des grands films comme ça, un peu post-11 septembre notamment, un espèce de sentiment de panique et de chaos total. C'est-à-dire que le film, et la narration d'ailleurs joue un peu avec ça, c'est-à-dire que comme il y a plus comme les protagonistes et tout l'univers du film se retrouve complètement désarmé face à ce qui se passe, la panique prend le pas, la narration s'emballe mais de manière intelligente, et on se retrouve un petit peu paumé dans cet univers complètement anxiogène et suffocant quelque part. Oui, il y a une atmosphère qui est vraiment inquiétante, qu'il arrive à construire avec certaines scènes clés. Ensuite, je pense qu'on peut aussi démonter certaines parties du film facilement, c'est qu'il a une musique qui est quand même très présente. Elle est un peu trop présente. Dans la deuxième moitié du film, où il te force à rentrer dans cette angoisse par le son. Il sort donc du cadre du phone footage pur. Et puis, toujours dans ce genre de scénario, il y a quelques failles, 2-3 petits éléments comme ça, où si on s'y attelle, sérieusement, ouais, on peut dire. Des petites failles, quoi. Donc, ça montre aussi que le film de footage finalement reste assez limité, même si celui-là est quand même. Il est intelligent dans sa construction, quoi. Il arrive à jouer avec ça de manière plutôt maligne. Oui, tout à fait, mais en fait, il y a un côté un peu. Je pense à ça par moment, un peu comme si c'était le Contagion de Soderbergh, mais en version phone footage. En version plus horrifique. Plus horrifique aussi, évidemment, puis bon, ça part pas dans la même direction, mais le côté de Soderbergh, quand il avait fait cette vision globale d'une pandémie avec Contagion, je trouve qu'il y a un petit côté, on sent le film post-Contagion, en fait, finalement. Je sais pas quand est-ce qu'il est rentré en production, mais. À savoir, en plus, l'un des trucs, quand même, malgré quelques scènes un peu trop jumpscare et un peu trop gratuites, moi, là où je trouve le film finalement assez fort, notamment avec cette menace invisible, c'est qu'il suggère beaucoup de choses, notamment une scène avec des flics, on n'en dit pas plus, mais on voit rien et on s'imagine beaucoup de choses. Et je trouve ça assez rare aujourd'hui de voir des films comme ça, où finalement l'horreur est quand même énormément suggérée. C'est par des petites touches, c'est parce qu'on voit les blessures des gens, c'est parce qu'on voit la conséquence du mal, mais on voit concrètement le mal, on le voit peu, quoi. Mais ça, c'est ce qui fait les grands moments même de l'horreur en général, et c'est par exemple ce qui manque dans la deuxième partie de Mama, où il veut trop montrer, il veut tellement montrer qu'il perd en intensité, il perd en crédibilité. Donc malgré tout, avec ce fan footage là, il est immersif et il suggère beaucoup de choses. Ça fait du bien de voir ça quand même par rapport à tout ce qu'on a vu en Paranormal Activity et autres de base dans le genre, et que rien que pour ça, ça mérite le détour. Tout à fait. Donc ça sortira le 19 juin dans les salles françaises. Et attention à l'eau que vous buvez. If you find this tape, just please get it out. Attends, là on est vraiment en train de tourner ? Ouais. Ok.
Et maintenant nous allons passer aux critiques express, puisque évidemment Gérard May c'est un festival, et qui dit festival dit beaucoup de films. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite sélection avec Dominique des films qui nous ont plu. Et on commence avec Hansel and Gretel Witch Hunters. Je ne pouvais pas ne pas parler de Hansel et Gretel, d'abord parce que c'est un film avec Gemma Arterton, et ça c'est avec des thumbs up en folie, et parce que je l'attendais beaucoup. Tu vois, il y a même le cadre fait des thumbs up. Il faut savoir que c'est produit par Will Ferrell et Adam McKay, ça sent un petit peu, à la fois il y a un vrai univers de fantasy avec des trolls et ça part un petit peu en couille, et ils arrivent à prendre le mythe de Hansel et Gretel, enfin le conte, et à en faire un espèce de dérivé gothique où évidemment eux c'est devenu des tueurs de chasseurs un peu badass, un peu vénères. Des tueurs de sorcières s'il te plaît. Fin de Des tueurs fils. de vampires. Tu as dit des tueurs de chasseurs, c'est pas grave, on a vu des zombies, des vampires, des chasseurs, des robots, beaucoup de bêtises. Des chasseurs de sorcières, c'est très exact. Merci Voilà. de me corriger. You shut up. Donc des chasseurs de sorcières, et l'idée est plutôt amusante, et pendant une demi-heure ça se tient à peu près, notamment le générique qui est très bien foutu, où il te raconte comment c'est devenu un peu des superstars. D'ailleurs à un moment dans le film on leur demande de signer des autographes, enfin, il y a un côté un peu modernisé qui est plutôt pas mal. Et le problème c'est que passé une demi-heure, d'un seul coup tu sens, il faut savoir que c'est un film qui a été retardé d'1 an, et tu sens le studio qui reprend ses droits. Le film part complètement en couille, c'est un peu comme voir une marionnette qui est plutôt bien animée, et d'un seul coup les mecs coupent les fils et font n'importe quoi avec la marionnette, et bah ça donne Hansel et Gretel. C'est une succession de scènes d'action mal brandées, et même s'il y a Gemma Arterton, ce qui personnellement me fait beaucoup de plaisir dans mon petit cœur, bah voilà, ça devient absolument n'importe quoi. On a même l'impression que c'est un pilote de série télé justement, tellement le scénario ne veut plus rien dire. Il manque l'humour. Il manque l'humour, c'est vrai que ça se prend quand même très au sérieux cette merde. Il manque l'humour, ouais, il manque beaucoup de choses en fait, il manque la mise en scène, voilà. Ça aurait pu être sympa, à la limite, allez-y peut-être pour la première demi-heure, et si vous êtes fan comme moi de Gemma Arterton, bah vous allez... Elle n'est pas nue dans le Vous film. allez prendre du baume pour les... Non mais elle est quand même très jolie, on s'en fout. Même n'est pas nue. Mais voilà, ça reste quand même, il faut le dire, c'est quand même un film de merde. Attachant parce qu'on sent qu'il s'est fait tirer par le studio, mais ça reste un film de merde. Ça c'est triste. Moi ça m'attriste. Hein. The biggest battle ever known to man will come to a theater near you. Het schijnt dat komt, dan ben een homo. Ga gewoon terug naar uw eigen kutdorp en neem de homo-team van de mee. Homo! Bon, je vais vous parler d'un film un peu plus sérieux qui nous vient de Hollande, qui s'appelle New Kids Nitro. Nitro, tu vas jouer l'américaine. Nitro, ils disent Nitro dans le film. Ceux qui disent Nitro se font bâcher, donc... Excuse-moi, je suis parce désolé. qu'il y a un côté métafilm, il y a des gens au cinéma qui regardent le film dedans, donc... Nitro. New Kids Nitro. Les New Kids apparemment c'est une bande de comiques hollandais qui ont une série télé, qui ont déjà fait un film qui s'appelle New Kids Turbo. Qui est génial. Que je n'ai point vu. Ce New Kids Nitro, c'est une bande de... comment dire, de kékés du tuning. Ils aiment bien le tuning, ils traînent en bande, ils ont des coupes mulets, ils ont des survêtes pas possibles. Ils n'ont pas les mêmes voitures, hein. Certains ont des enjoliveurs qui tournent, enfin c'est assez incroyable. C'est un humour complètement potage, c'est con, c'est trash. Et en fait on se demanderait que vient faire ce film dans un festival fantastique, mais en fait c'est qu'il y a une invasion de zombies qui se prépare pendant 1 heure et qui survient dans la deuxième partie du film et qui rend le film encore plus délirant parce que les mecs partent dans un délire grindhouse avec une pellicule abîmée. Et ça devient un massacre totalement délirant. Il y a un mec qui se met tout nu pour décapiter les zombies à main nue. Ils s'en foutent des raccords, ils font n'importe quoi. Ils écoutent de la musique de merde, de l'Eurodance, pas possible. Et on a ça pendant 1h30. Et faut dire que dans une salle comme l'Espace Lac de Gérard May, où les gens sont bien à bloc pendant la nuit fantastique avec les applaudissements et les cris, ça fait une sacrée séance, et même si c'est pas un grand film, ça fait un film comique plutôt plaisant et original. Tu peux le dire, c'est un putain de film pour pas de pizza bière. C'est un putain de film pour pas de pizza bière, et pourquoi pas enchaîner avec un match de football où le PSG met une tannée à n'importe quelle équipe de Ligue 1. Merde. L'avais dit. Restez cachés. Donc
Donc le deuxième film de ce festival, c'est aussi un film que vous pouvez voir puisque ça va sortir, c'est même sorti en DVD chez SND. Ça s'appelle Dagmar, l'âme des Vikings. C'est réalisé par un mec dont je ne connais plus le nom, mais c'est celui qui avait réalisé le premier Coldplay. Bon, en même temps, moi je vous dis ça, j'ai pas vu Coldplay, donc on s'en fout totalement. Dagmar, l'âme des Vikings, c'est l'exemple type du petit budget, du film fait par des passionnés qui veulent faire un film de Vikings, sauf qu'un film de Vikings, ça coûte de la thune. Et ils n'ont pas la thune. Donc ils font un récit très resserré, c'est l'histoire d'une petite fille dont la famille se fait assassiner par une bande de vikings et qui va se retrouver un petit peu en territoire hostile, si tu veux, elle va devoir s'en sortir. Et donc ce qui est intéressant dans Dagmar, c'est qu'en fait il y a un grand soin qui est apporté à la fabrication du film. Ça dure à 1h15, c'est pas très passionnant parce que finalement c'est un récit extrêmement linéaire où cette petite fille va réussir, enfin cette petite fille elle a 19 ans mais elle va réussir à s'échapper puis il va y avoir toute une traque etc. Donc dans les forêts, dans la neige etc. Mais malgré tout il y a un soin qui est apporté à la photo, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère, enfin c'est vraiment plutôt shadé visuellement parlant et rien que pour ça on se dit les mecs ils ont essayé de faire les choses bien. Après le film n'est pas franchement passionnant, il se passe pas grand chose, en termes d'action c'est même quasiment nul, donc n'y allez pas pour voir des gros bavards foutre sur la gueule parce que c'est pas du tout ça. Mais ça fait plaisir de voir un film de Vikings, ça arrive très rarement et pour une fois en plus il est pas trop mal fabriqué. Donc Dagmar, voilà, si vous êtes fan de gros Vikings bouseux et d'histoires un petit peu fantaisistes, enfin médiévales, fantastiques, fantaisistes, je ne sais pas quoi, ça sort en DVD et en Blu-ray et ma foi ça mérite quand même le coup d'œil parce que c'est plutôt pas mal. Nicolas Gilly. What else? Le film d'ouverture cette année à Gérardmer, sans doute un des meilleurs films en compétition, c'était The Complex d'Hideo Nakata. The Complex, c'est le retour de Nakata au film de fantôme contemporain. Là, il revient à quelque chose de vachement plus dans l'esprit de Ring et Darkwater, donc, où c'est vraiment un mélange de drame et de film d'horreur. C'est un film qui parle essentiellement du deuil, qui en parle à travers ce que peut ressentir une personne qui a perdu un être cher au niveau de la culpabilité. Il joue beaucoup là-dessus, les fantômes qui poussent la culpabilité de leurs victimes. C'est quelque chose d'assez nouveau d'ailleurs dans le cinéma d'horreur. Et sinon c'est un film qui questionne pas mal de choses comme d'habitude chez Nakata, notamment la famille, l'idée de famille de substitution à partir de fantômes. C'est super intéressant. C'est un film qui est techniquement assez abouti avec tout un final qui ressemble à Suspiria avec des couleurs dans tous les sens. C'est assez baroque et tout ce qui se passe avant en fait, il y a vraiment la construction d'une ambiance qui fonctionne toujours chez lui parce qu'il cherche pas forcément à faire peur, mais il cherche surtout à émouvoir le spectateur et ça marche vraiment très très bien. Et tu nous as pas parlé de la poupée chorale qui sert de méchant à la fin. On s'en fout. Et c'est la fin de cette émission qui s'est passée à moitié à Gérardmer et à moitié sur notre plateau. Et on a tout d'abord parlé de Mama, qui est donc un conte fantastique dans l'esprit des films de Guillermo del Toro, producteur. Inabouti, avec de bonnes idées, quelques bévues, mais une très grande Jessica Chastain. qui joue de la basse. On a aussi vu The Bay. The Bay, donc c'est une façon intelligente de raconter une épidémie. C'est effrayant, c'est un bon found footage et ça devrait plaire à tous les amateurs d'épouvante. Et on a vu, et ça vous pourrez voir bien plus vite, Hansel et Gretel au Witch Hunters, qui est donc, vous avez compris, franchement une grosse déception. Qui l'eût cru? C'est décousu dans tous les coins. Mais si comment vous êtes un grand malade de Gemma Arterton, de Jessica Chastain, malgré tout, vous serez quand même content d'avoir, mais je vous assure, c'est quand même pas franchement folichon. Évitez. Voilà. Sinon, dans les DVD, on a vu Dagmar, l'âme des Vikings, qui est pas une grande tuerie, mais qui est quand même plutôt intéressant. Et si effectivement vous aimez ce genre de film, on en a trop peu, donc ça mérite le détour. Et on vous signale la sortie en comics de Parker. On vous avait parlé du premier tome, on vous avait parlé du second tome. Il s'agit ici évidemment du troisième tome, donc la suite des adaptations des romans de Richard Stark. C'est toujours adapté au scénario et au dessin par par Darwyn Cooke, qui est donc un grand dessinateur et qui montre une fois tout son talent pour la narration, le découpage et tout simplement pour raconter de vrais polars noirs.
Donc en attendant le film avec Jason Statham, je pense que le vrai Parker ça reste celui qui sort actuellement en comics. Donc si vous aimez les polars, si vous aimez la grande bande dessinée, c'est vraiment excellent. Et c'est sorti aux éditions d'Argo comme les 2 premiers tomes. Dom, merci d'avoir participé à cette émission tout à fait magnifique. Eh bien, merci pour cette bonne humeur et le saucisson au canard. Le saucisson au canard, Jessica Chastain. J'espère que tu reviendras très vite. Peut-être pas Gérardmer. Peut-être pas, mais tu reviendras à Cannes. À Cannes, ouais. Et d'ici là, portez-vous bien, on se voit le mois prochain. N'oubliez pas d'acheter Parker, si vous êtes fan de Gemma, allez voir Hansel et Gretel. Et surtout, allez voir des films, parce que c'est le plus important. Donc portez-vous bien. Ciao. Salut. Et c'est donc la fin de cette émission qui s'est passée à moitié à Gérardmer et à moitié sur tu peux pas recommencer. Merci Dom. Regardez ce cadre magnifique, ce cadre idyllique où Terrence Malick pourrait tourner son prochain film avec Christian Bale, Jessica Chastain, Rachel McAdams, Rooney Mara et évidemment Catherine Deneuve. C'est génial. Si tu veux, elle va devoir s'en sortir et c'est un petit peu chou de s'en sortir face à des vikings. Est-ce qu'ils ont les cheveux sales? Parce que souvent dans les films de vikings ils sont très soyeux, c'est un peu embêtant. Non, ils sont un peu dégueulasses. Je trouve que le canapé est trop... Le canapé est disproportionné en fait. Je suis obligé de me mettre comme ça. Je peux pas toucher le dos. Mais c'est rien. Alors, Gérardmer. Alors, ma valise était encore 3 fois trop pleine, j'ai pas mis la moitié des trucs que j'aurais mis. Enfin, que j'avais amené. Chaque fois c'est pareil. Où ça pue bien, putain, il a plus ça pue. Me gustas tu. Des craques, Emmanuel. Tu craques? Oh merde. Trop ridicule.